Voilà, donc bonjour Christian. Nickel. Peut-être que tu sais même pas exactement tout ce que je vais poser comme question. Hein, Ah, je ne sais rien. Tu ne sais rien. Je ne sais rien, je suis sur le grill. Et donc, c'est pour parler au nom pour les défenseurs, savoir comment chacun peut progresser, tout ça. Et donc, je t'interviewe toi parce que tu es entraîneur, mais pas que, tu es aussi défenseur. Enfin, plutôt, tu es défenseur, mais en plus, tu es entraîneur. Donc, je te laisse te présenter, nous dire ton nom, ton prénom, ton classement actuel, ton meilleur classement, ton âge, parce que ça va me faire rire. Alors, donc Christian Vignal, je suis effectivement conseiller technique depuis 1990 sur le département du Rhône. Et je suis joueur, effectivement, joueur qui a commencé assez tard, à 14 ans, et qui j'ai obtenu mon meilleur classement, qui était le numéro 218 français, j'avais, je sais pas, 35 ans à peu près. 218 Français à 35 ans. Je suis au club de Val-d'Ozon, j'ai jamais changé de club en fait. J'ai toujours été au club de Saint-Symphorien-d'Ozon, Val-d'Ozon, après le club a été changé, mais voilà. Ok. Ton âge, tu l'as pas dit? Ah, mon âge. 55 ans en février. Ok. Bon bah là, pour ceux qui ne savent pas, on est en janvier 2020, donc on a commencé la nouvelle année. Et donc, dans les premières questions, moi j'ai commencé le tennis de table il y a 10-15 ans. Et donc, moi j'ai pas connu toutes les règles du tennis de table. Je dis pas que tu as connu tout, mais est-ce que tu peux nous dire un peu les évolutions de la défense en partant le plus loin que tu aies connu, peut-être la balle 38, les 7 en 21. Ça date d'avant, hein. Il y a peut-être même les raquettes deux fois la même couleur. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai dû commencer quoi les le grands tennis de changements table en pour les 1979. Ouais. Donc, Ça rajeunit pas. ça rajeunit pas. Et en 1979, en fait, à l'époque, on avait le droit de jouer avec deux plaques de la même couleur. Ouais. Voilà. C'est marrant, Effectivement, les raquettes combinées, on avait deux faces différentes et on pouvait tourner la raquette et l'adversaire ne savait pas à quelle plaque on jouait. Et je trouvais ça d'ailleurs complètement ridicule et absurde. Mais ça permettait aux défenseurs ou aux joueurs en raquettes combinées d'être beaucoup plus à l'aise et ça a dû changer vers les années 85, je crois, un truc comme ça. Voilà. À savoir que nous avons un joueur sur la région Rhône-Alpes qui a été quart finaliste des championnats du monde, monsieur Jean-Paul Weber, qui jouait avec une raquette combi anti-top et qui a été juste sélectionné équipe de France, a été jusqu'en quart de finale parce qu'il tournait la raquette, il faisait tout. Ouais, je vais déjà jouer. Ouais. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses pour les défenseurs, que ce soit les 7 de 21 ou les 7 de 11? Pour les défenseurs spécifiquement, je pense pas que c'est vraiment changé. Moi, sur un plan personnel, j'ai perdu parce que j'avais un petit côté, je m'adapte à l'autre. Et là, c'est un petit peu plus difficile, je trouve. Et des défenseurs qui sont spécifiquement pleins des 7 en 21, passage à 11, non. Non, pas spécialement. Pas que je sache. Peut-être la balle 38 à la balle 40, peut-être. Alors, la balle 38, balle 40, quelque part, effectivement, on a perdu de toute façon. Il y a eu les deux évolutions. Il y a eu effectivement la balle 38, la balle 40. On a perdu, à mon avis, un petit peu en rotation. Et quand la balle est passée effectivement en plastique, on a encore perdu. Et il s'avère qu'il y a quand même des défenseurs qui tiennent la route. Ce sont des défenseurs qui sont très réguliers, puisqu'effectivement, en termes de puissance, c'était un petit peu plus dur pour les joueurs, pour les attaquants, on va dire. Il y a beaucoup plus Mais, voilà, mais par contre, effectivement, en termes de variation d'effets, moi qui suis un défenseur qui joue plus là-dessus, qui ne suis pas très régulier, surtout à mon âge, j'y ai beaucoup perdu. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, les variations d'effets sont on se rapproche du tennis. Du coup, pareil avec la 40+. En tant que joueur, toi, donc, je me dis meilleur classement 218, aujourd'hui 18, 17. 18 encore parce que je joue pas, donc je fais pas de contre-performance. Est-ce que tu peux nous dire, toi, tes points forts, tes points faibles pas pour que moi, quand je te joue, je t'affronte, tu te battes. Hein, non, mais tu me bats déjà. Pour dire sinon, je dirais rien si tu me bats. Pour dire un petit peu comment toi tu joues, parce que j'interviewe plusieurs défenseurs, moi je pense qu'on est tous un peu différents. Est-ce que tu peux nous dire en quoi toi tu es différent des autres? Je pense qu'on est comme les attaquants, c'est-à-dire qu'on a nos spécificités, nos différences. Il y a des choses en commun bien sûr, mais il y a des différences. Moi en tant que joueur, mes qualités, c'est effectivement ce que j'ai dit il y a 2 minutes, c'est effectivement la variation d'effets, le fait de passer d'une balle coupée à une balle molle. Le fait, je dirais, moi je pense que l'aspect tactique pour moi est important, c'est-à-dire qu'effectivement voir le jeu de l'adversaire et m'adapter.
Et donc ça fait partie de mes points forts. Ma combativité, c'est-à-dire que je lâche pas trop le morceau. Oui, oui. Je lâche pas le morceau. Donc, On peut voir quelques vidéos de toi sur YouTube. Il y a Momo Viricel qui avait filmé des matchs. On Ça n'a dure pas gagné longtemps. beaucoup. Ça dure Sur longtemps. Sylvain Choumetton, on te voit en faire. J'ai battu rarement lui aussi. J'ai vu sur Ivars, mais c'est peut-être pas un match à regarder. C'était dur. Je sais pas s'il y a beaucoup de matchs qui ont été filmés, si on peut te voir. Mais bon. Non, les matchs en vidéo, c'est ceux que tu dis. Donc Ouais. effectivement, j'avais déjà 50 balais, quoi. Donc c'était déjà un petit peu plus dur d'aller chercher les victoires. Sur Sylvain, ça avait peut-être 45, mais j'étais pas au top, quoi, c'est clair. Et en attaque, toi, tu attaques beaucoup, pas beaucoup, très peu. Tu attaques comment J'ai attaqué au moment effectivement où j'étais le plus fort, j'attaquais un petit peu plus parce qu'il y avait plus d'effets. Donc mes attaques sont très lentes et ont de l'effet. Donc effectivement, quand les balles étaient 38, étaient en celluloïd, voilà, c'est ça, 38 étaient en celluloïd, ça me permettait de faire des points directs sur le top spin. Des points directs, alors qu'à l'heure actuelle c'est moins le cas. Voilà, donc j'attaquais un petit peu, surtout quand je tombais sur des gens qui, sur défense, étaient spécifiquement à l'aise. Je me rappelle très bien que ça m'est arrivé de jouer des gens qui étaient 700, 800, en me disant je vais derrière mes services, je vais en profiter pour faire les attaques un petit peu bluff. Parce que si la personne me faisait jouer, j'arrivais pas à enchaîner, mais qui faisait que le gars, ça me mettait un peu dans la merde. En point faible, alors peut-être maintenant un peu le physique. C'est un peu plus difficile maintenant. Le physique parce que j'ai eu des blessures. Ouais. Après, on le sent pas trop. C'est-à-dire que moi, en termes d'endurance, des choses comme ça, on ne ressent pas trop le physique. D'accord. C'est plus les blessures, les choses comme ça. Donc tu parlais des faiblesses. Les faiblesses, c'est que moi je pense que techniquement, je suis pas du tout au top, quoi. C'est-à-dire que je suis pas du tout au top parce que j'ai commencé depuis tard, je suis pas spécifiquement doué, je pense. Et donc techniquement, il y a tout à revoir. Mais il y a beaucoup à revoir. Et c'est plus dans la compréhension du jeu, dans ce que je disais tout à l'heure, où là je marque des points. Comment tu t'es mis en défense? Là par contre, je peux vraiment répondre à cette question. Je suis en 1990. Attends, je rapproche le micro, je m'entends bien cette partie. En 1990, je passe mon diplôme d'état de moniteur. Et ça fait plusieurs années que je suis, pour traduire en classement, je suis classé 17, 18, 17, 17, 18. Et en bloc à la table, je suis près de la table, je bloque, je renvoie les balles, je varie les poussettes, les blocs, etc. J'ai un petit top spin, voilà, 25-30. Et en fait, mon formateur fait un mémoire sur la psychologie et les différentes façons de jouer au tennis de table, les différents systèmes. Et il a entre autres un questionnaire qui s'appelle le questionnaire de Thiel, qui possède 340 questions. Et c'est un questionnaire pour sportif général et qui permet de définir le profil psychologique du joueur. Et en fonction de ça, on peut en retirer. Il a fait faire ce même type de test à des joueurs de haut niveau, des défenseurs de haut niveau, des top spinners qui jouent fort de haut niveau, des joueurs de compte de haut niveau. Et en fait, en fonction du résultat de ce test, on est à même de dire psychologiquement vous rapprochez de la défense ou vous rapprochez plutôt du joueur contre ou du top spinner. Et en fait, quand j'ai fait ce test, je collais parfaitement psychologiquement au défenseur. Tous les traits de caractère étaient ceux du défenseur, tous. Donc ce jour-là, j'ai dit, vous me cassez tous les pieds à vouloir que j'attaque. J'en ai ras le plus. Moi, de toute façon, je sentais que je défendais. Et derrière, en fait, je suis régulièrement monté en classement, mais vite, quoi. Ça a fait 17, 18, 19, 20, 20, etc. Et donc, franchement, ça m'a permis de dire non, puisque en France, la mode est il faut attaquer. Si vous écoutez RMC au foot, il faut attaquer, il faut faire du beau jeu, il ne faut pas défendre, etc. Voilà, donc ça a vraiment été le déclic. Dans ma tête, je pensais être défenseur. Et en fait, il y a un test psychologique, plus mon formateur de l'époque en brevet d'État, Patrice Croisier de Lagnivier, je vais pouvoir donner son nom, qui effectivement était très centré sur la psychologie et les systèmes de jeu. Voilà. D'accord. Et tu t'es formé tout seul en entraîneur ou tu as eu un entraîneur toi-même? Je n'ai jamais eu une séance dirigée de ma vie. C'est-à-dire, j'étais dans un club à Saint-Symphorien-d'Ozon qui était un tout petit club. À l'époque, on était un groupe d'adolescents qui passions notre vie à jouer au tennis de table. On faisait tous les tournois de la Terre. On copiait, etc. Mais par contre, des séances dirigées, j'en ai pratiquement pas eu. J'ai jamais eu d'entraîneur référent. Je jouais au lycée. Je faisais des milliers de matchs, je m'adaptais. Tu as commencé à 14 ans. Ouais, troisième. Comment ça se fait comment t'es devenu entraîneur alors?
Si techniquement, si en pratique, tu n'as jamais eu vraiment une entraînement dirigé, qu'est-ce que tu as envie d'entraîner ou comment ça arrivé que tu sois conseiller technique? J'ai eu l'opportunité, effectivement, quand j'avais une vingtaine d'années, de passer le monitorat. J'entraînais déjà bénévolement depuis l'âge de 15-16 ans, je le faisais naturellement. Déjà, ok. C'est-à-dire j'entraînais déjà bénévolement depuis l'âge de 15-16 ans. Donc en fait, naturellement, j'ai passé le monitorat. Et en fait, je dirais c'est presque un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que quand on se construit sur le tas, tout seul, on est plus dans la compréhension du jeu, mais on n'est pas dans la photocopie. On est plus dans je regarde jouer tout le monde et on essaie de comprendre ce qui marche pas, etc. Et très... Comme ça, tu faisais bloc au début, ton spin bloc. Ouais, tout à fait. Et après ça teste en défense. En tant qu'entraîneur, on va parler de avant et on va parler d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui tu formes encore, tu formes aussi des entraîneurs. Mais est-ce que tu en as eu dans le passé des joueurs qui sont passés par toi ou... Tu veux dire des joueurs qui étaient défenseurs? Ouais, des joueurs, quand tu commences un peu comme un entraîneur, tu n'as pas forcément que tu es défenseur, mais là, je sais pas si ça fait longtemps que tu as... Non, la première personne que j'ai entraînée en défense, donc je me suis occupé d'une section sport-études de 1993 à 1997, avec un groupe d'adolescents collégiens lycéens qui se débrouillaient bien. Il n'y avait pas de défenseur dans le tas. Il n'y avait pas de défenseur dans le groupe. Je dirais le premier défenseur que j'ai défendu, c'est une défenseuse et c'est Adeline Gagneux qui effectivement a dû être championne de France par classement quand elle avait 13-14 ans. D'accord. Moi, dans ma tête, qui était dans la région, dans le département, Digono, je ne suis pas sûr du nom. Si, c'est Romain Digono. Romain, d'accord. Donc Romain Digono. Je ne connais pas du tout. Hein. Donc Romain Digono, originaire du club de jeune âge, qui derrière effectivement est passé au club de Saint-Symphorien-d'Ozon. Et effectivement a joué plusieurs années chez nous. Je m'en suis occupé au niveau des contenus, je ne me suis pas occupé que de lui, mais ouais, au niveau d'effectivement de comment on fait, quels sont les axes de travail, je me suis occupé de lui. Voilà. Okay. Et il est monté pas trop mal, il est monté à numéro 700, il a dû partir de la région, il était numéro 700. Et Adine, son meilleur classement Elle a plus trop bougé après. Elle est montée à 14. Mais ça n'a pas été. Elle devait être 13 vers l'âge de 14 ans, elle a dû être 14 quand elle avait 20 ans, ou 25 ans, ça n'a pas trop évolué. Mais c'est un petit peu comme, on va dire, c'est un petit peu comme Digono, qui effectivement lui n'a pas évolué, il a changé de région, et il y a des régions où l'apprentissage de la défense n'existe pas, et je pense que ça lui a été, pour Romain, ça lui a été fatal. Voilà. Ouais, bon, je vois, je fais des tournois un peu partout, je vois bien qu'il y en a qui ne comprennent pas grand-chose. Je vois bien que dans ma région, je galère. Je vais ailleurs, moi. Est-ce que tu es passé un peu, est-ce que tu as un peu agi pour, j'ai en tête Joan Perrault, Tatsumi? Là, il y a peut-être il y avait Jérôme à l'époque, peut-être. Il y a vraiment de tout, là. Il y a Camille Cocogno aussi. Je connais pas. Mes yeux, 25, défenseuse cadette junior. En l'occurrence, si on prend ces cas, il y a des cas différents. Johan Perrault, très très peu. C'est plus un choix un peu au départ. C'est-à-dire que Johan faisait des tournois, il avait une super poussette. À l'entraînement, il faisait que de l'attaque, tout le temps. Je le voyais en club, dans son club, ou sur quelques stages départementaux, il faisait que de l'attaque. Moi, je l'ai vu en tournoi, il avait une super coupe de coup droit en poussette. Et je lui ai proposé effectivement j'ai appelé son club, dire moi il fait que défendre, donc vous l'entraînez qu'un attaquant, mais moi je le vois jouer en match, il fait que défendre. Donc il s'est orienté vers. Mais après je m'en suis pas occupé plus que ça quoi. Et Tatsumi c'est un petit peu pareil. Tatsumi Lancelot, il faisait un peu tout, un petit peu rien. Moi à l'âge de 10 ans, j'ai dit mais tu veux jouer en contre, tu veux jouer en top spin, tu veux jouer en défense. Et lui a dit je veux jouer loin de la table. J'ai dit en top spin loin de la table ça va être difficile avec son gabarit, donc il a essayé la défense et ça lui a plu. Voilà. Donc c'est pas, de par mon boulot de conseiller technique, je m'occupe pas de personnes plus que ça quoi, à temps plein. Donc effectivement c'est plus récemment en fait que je m'en suis occupé. À travers Agathe, donc Sylvain y a passé plus de temps mais j'ai quand même passé un petit peu de temps. Puis là je passe beaucoup de temps avec Alexia. Comment on repère quelqu'un qui va potentiellement devenir défenseur? J'allais dire, est-ce qu'on peut l'être à partir de n'importe quel âge? Après, c'est peut-être plus compliqué techniquement d'apprendre des trucs. C'est un petit peu... On peut repérer quelqu'un qui va devenir défenseur.
là tu me dis l'exemple de Joan Pérou, c'était il coupe, tu voyais qu'il coupait beaucoup en compétition, tu l'as vu à l'entraînement, il faisait qu'attaquer, tu te dis c'est aberrant. Il y avait une incohérence, donc quand il y avait du stress, ce garçon s'orientait plus vers le jeu défensif. Donc je dirais la mode et les entraînements l'emmenaient vers un jeu classique, et en fait quand on le laissait faire, il défendait. Ce qui était un petit peu mon cas personnel aussi d'ailleurs. Voilà. Alors comment on repère? J'ai pas répondu à la question. Comment on repère? Alors il y a des choses. Ouais. Ça dépend. Bon, déjà, ce qui est clair, c'est qu'en féminine, le jeu défensif est plus rentable. C'est-à-dire qu'il y a un problème de puissance. Pour les filles, elles ont moins de puissance. Donc les jeux défensifs fonctionnent mieux. Donc déjà, quand il y a une fille qui a des petites qualités de frotter, etc., et qui adhère, à mon avis, on peut tenter l'expérience, on ne prend pas un gros risque, quoi. Mais à chaque fois, je dirais, c'est des paris. Hein. C'est à chaque fois des paris qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre, sachant que défendre pendant 1 ou 2 ans, revenir à un jeu classique, c'est pas obligatoirement pénalisant pour la suite, quoi. On a connu qui sont, il y a peut-être lui par exemple, je veux dire, il est revenu système de jeu attaque, mais je n'ai pas vu beaucoup. Il y a des gens qui cherchent des fois, mais bon. Mais pour répondre à ta question plus précisément, il y a vraiment l'aspect mental, on en a parlé tout à l'heure. L'aspect technique, ça correspond à quelqu'un qui était capable de couvrir son espace loin de la table. On prend le cas de Agathe, quand elle était toute petite, elle reculait tout le temps. On prend le cas d'Alexia, on a des vidéos d'il y a 2 ans, elle reculait tout le temps, elle renvoyait les balles n'importe comment, mais elle était loin de la table. Donc je dirais sur le plan technique, c'est des gens qui aussi sont habiles, pas obligatoirement rapides, mais habiles. Agathe, j'ai plutôt lente. Oui, tout à fait. Mais moi je suis très lent. Hein. Je suis lent. Défense moderne, défense classique. Quel avenir? Alors que là, quand on regarde à haut niveau, souvent on va regarder chez les garçons parce que c'est plus impressionnant. On voit notamment Panagiotis Dionis et on voit Philius Ruhen. Mais est-ce que pour toi c'est improbable de voir quelqu'un qui fait que de la défense pure, qui fait principalement que défendre à haut niveau? Pas forcément top 10, mais déjà top 20, top 30. C'est ce qu'on doit voir. Là on regarde en ce moment, il y a Siyu qui est plutôt défense moderne. On regarde un peu plus bas, Chen Wenzing, défense moderne. Est-ce que pour toi, on peut revoir la défense classique à haut niveau? Alors, moi déjà, l'appellation classique et moderne, c'est déjà des appellations que je réfute. Je ne suis pas du tout amoureux parce que à partir du moment où ça prouve qu'il y a le phénomène un petit peu de mode, c'est-à-dire, le moderne, c'est ça. Le gars qui fait autre chose, c'est un vieux. C'est un vieux système. Donc voilà. Donc j'ai un petit peu de mal. Et dans nos sports, non, c'est pas ça, mais dans nos sports d'opposition, pour moi, dans les sports d'opposition, à partir du moment où on joue comme tout le monde, on n'est pas très efficace. Donc quand on essaye de copier, j'ai vu en France, de 1990 à 2003, la DTN, la Direction Technique Nationale, disait de toute façon la défense n'a plus aucun avenir. Quand Zhou Siyuk fait la finale des championnats du monde en 2003, des défenseurs sont réapparus en France. En fait, on fait de la copie et on essaye de se mettre à la mode. Ah, on peut gagner, faut jouer comme Zhou Siyuk, faut un picot dans le revers, en coup droit, faut contre-top spinner, etc. Et en France, on n'a fait que de la copie. Le problème, c'est que pour gagner, il ne faut pas faire de la copie, il faut sortir quelque chose d'original. Et c'est cette personne-là qui, à mon avis, va faire du haut niveau. Bon, quand on voit Fosbury en saut hauteur, c'est le seul à sauter sur le dos. Au début, tout le monde dit qu'il est marteau. À l'arrivée, c'est celui qui saute le plus haut, quoi. Et on retrouve la même chose. Et dans le tennis de table, c'est pour ça que cette notion de moderne ou pas moderne, pour moi, quelqu'un qui sort de la norme est intéressant parce qu'il va surprendre les autres. Donc effectivement, un défenseur en garçon à l'heure d'aujourd'hui qui n'attaque pas du tout, ça paraît difficile. Mais par exemple, on a très rarement vu un joueur qui attaquait en revers. C'est très classiquement, c'est en coup droit qu'il attaque et en revers il défend, etc. Moi, je suis persuadé qu'il peut y avoir des choses complètement anachroniques, complètement spéciales. Et bon, par contre, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un phénomène un peu, à mon avis, un phénomène attaque chez les garçons. Chez les filles, par contre, le problème de puissance, on en parlait tout à l'heure, on a des filles au niveau mondial qui attaquent très très peu, les gens ne le savent pas, ils n'attaquent pratiquement pas. Quand on est fan de défense, on les regarde un peu plus, ces joueurs-là qui n'attaquent pas, on s'intéresse au rallye, les mouvements qui durent longtemps, c'est sûr. Est-ce que tu peux nous dire pour toi les qualités du défenseur? Même si tous les défenseurs ne se ressemblent pas, tous sont différents, mais pour toi les qualités, alors, ça va être
tous les points de domaine, les 80, techniques. J'ai déjà un petit peu répondu quand même. C'est-à-dire la notion sur le plan technique d'une grande habileté, une capacité à renvoyer les balles, capacité à couvrir l'espace, capacité à frotter les balles derrière, à frotter les balles dessus. Sur le plan psychologique, j'insiste toujours là-dessus parce que ça me paraît important, la notion de combativité. Je n'imagine pas un défenseur qui, quand il s'est pris 3 claques, abandonne. Donc, combativité, lucidité. C'est-à-dire qu'à un moment, comme on marque les points en faisant faire les fautes à l'autre, si on n'a pas des petites statistiques dans sa tête sur comment on marque les points, un défenseur, à mon avis, ne peut pas arriver à bien grand-chose. Voilà, donc il y a un petit côté un petit peu, faut être un peu malin. Voilà, si on joue tout seul au tennis de table, il y a certains attaquants qui jouent presque tout seuls, en défense c'est mort, parce qu'on joue, on fait faire des fautes à l'adversaire, donc si on n'arrive pas à les faire les fautes, on ne peut pas gagner. Bon, alors je reprends un peu le cas de Agathe et d'Alexia, parce que c'est les 2 joueuses en ce moment sur lesquelles tu entraînes. Est-ce que tu peux nous dire les points où elles essayent de progresser en ce moment, pour voir quel type de progression on peut avoir chez chaque défenseur. Je vais te demander en fait toutes les étapes qu'on peut avoir. Après ça peut être un peu trop long, ou alors peut-être qu'on ne peut pas penser à tout. Est-ce que tu peux nous dire là, par exemple, pour Alexia, pour Agathe, et même si tu peux me conseiller moi, moi si tu me conseilles, si tu as des conseils à me dire. Tu m'écoutes pas toi, je sais. Non mais faire profiter aux autres. Faire profiter aux autres. Sur quoi les gens peuvent progresser quand ils défendent. Là tu as des exemples sous la main, c'est pour ça que j'ai une petite question par rapport à Alexia et Agathe. Moi j'ai déjà un truc, non c'est pas pour Alexia et Agathe, c'est que déjà elles ont appris très tôt à tourner la raquette. En poussette, ouais. En poussette. Chose que moi j'apprends tout juste cette année. J'essaye tout seul, après ça vient naturel, je suppose. Mais moi je tournais pas du tout la raquette, et bon, quand je vois une petite de 10 ans qui sait faire ça mieux que moi, que moi je me perds si je le fais, j'ai un peu les boules, mais tout s'apprend, mais voilà. Là en ce moment, Alexia et Agathe, qu'est-ce qu'elles sont en train d'apprendre, de perfectionner? Disons qu'elles n'ont pas, à mon avis, elles n'ont pas les mêmes qualités, je pense. C'est pour ça que je te dis, voilà, elles n'ont pas les mêmes qualités, voilà. C'est-à-dire que si on prend effectivement Agathe, pour moi Agathe est une pugnace, c'est-à-dire c'est une grande compétitrice. Qui est capable, qui va au bout d'elle-même, qui n'aime pas perdre, qui est pas spécialement bonne joueuse, mais ça je pense qu'elle le sait, même sans regarder cette vidéo. Mais justement, c'est un peu son moteur. C'est-à-dire, elle bagarre. On peut se dire à l'entraînement, elle est pas trop forte là. Et il s'avère qu'en compétition, elle élève son niveau, elle lâche rien, elle est vraiment nickel à ce niveau-là. Ça fait vraiment partie de ses qualités. Sur le plan technique, elle peut vraiment effectivement encore s'améliorer, sachant qu'elle a compris l'activité. C'est-à-dire qu'elle a un vrai côté, elle sait comment elle marque les points. Je dirais à l'heure d'aujourd'hui, il lui faut mieux pas de coach du tout qu'un coach qui ne connaît pas la défense. C'est-à-dire elle connaît son activité, elle connaît ses points forts, elle connaît ses points faibles, elle comprend l'activité. Donc ça fait aussi partie de ses forces. Et pour Alexia ? Alexia, elle est petite, elle a 9 ans. Oui. Elle est petite, elle a 9 ans. Donc, je pense qu'elle a peut-être moins un mental de défenseuse que Agathe. Je pense qu'elle est plus attaquante dans l'âme que peut l'être Agathe. Techniquement, c'est peut-être plus complet, mais par contre, mentalement, on est sceptique. Elle a que 9 ans, mais c'est pas, quand elle perd, c'est vraiment pas la fin du monde, Alexia. C'est pas très grave. Donc, des fois, elle perd, c'est la vie, quoi. Alors qu'une Agathe ne lâchera jamais le morceau. Voilà. Par contre, sur le plan technique, elle est en construction. Donc, elle est gentiment en construction. Moi, je pense qu'elle attaquera plus qu'Agathe à l'arrivée. Et sur le plan technique et sur le plan mental, je pense qu'elle est plus faite pour ça. Voilà. Maintenant, c'est une sportive. Elle aime le ping. Chaque entraînement, le point fort d'Alexia, c'est que quand elle vient à l'entraînement, à chaque fois, elle a la banane, à chaque fois, elle rigole et elle est contente d'y être, quoi. Et je dirais que là, c'est un petit peu la force de Sylvain, qui les a eues toutes jeunes et qui les a encore. C'est qu'effectivement, il y a vraiment la notion de plaisir, de joie de venir. Et chez les deux, alors maintenant il y en a une qui a 14 ans, donc il y a un peu plus de pression. Mais franchement, elles sont de plus en plus motivées au fil du temps, quoi. J'ai une liste de défenseurs là, j'ai fait une petite liste voilà. Est-ce que tu peux me dire pour toi qu'est-ce qui les rend différents des autres? Je les connais pas tous, ça se trouve. Non, tu les connais peut-être pas tous, mais bon, moi si je me dis que si je les connais, peut-être que tu as plus de chances de les connaître mieux que moi. C'est pas dit.
Bon voilà, donc, non, mais j'ai mis Johan Perrault, Geoffrey Dornecourt, Digono, Maxime Goujon, Agnès Lunanic, Mathieu de Saint-Illan, Sacha Bouvier, Lucas Ray, Benoît Grasset, je ne sais pas si tu connais. Enfin voilà, s'il y en a un qui tu te dis, celui-là par rapport aux autres, il a 100 plus. Celui-là, là si je mets un Michael Harmony, on se dira bah, il défend avec un soft. Bon, c'est un truc assez qui différencie, mais il n'y a peut-être pas ça, peut-être sur le plan technique, mais sur le temps de l'adaptation, sur le plan de. Voilà, sur le comportement, sur voilà, ce qui fait la différence pour dire que voilà, on est vraiment tous un peu différents et ce qui fait que Geoffrey Dornecourt classé aujourd'hui 18, eh ben, il battra des gens que toi tu battras peut-être pas et que toi tu battras des joueurs que lui il battra pas parce que vous n'avez pas les mêmes armes. Exemple, bah, il est gaucher, Johan Perrault, là il est 19, peut-être qu'il est redescendu 18, là il joue pas cette saison, mais voilà, on est tous différents et voilà, dire qu'est-ce qui pour toi les rend différents des autres. Alors comment tu veux qu'on fasse? Parce que si on les prend un par un, on va y passer un temps certain. Un par un, mais tu me fais pas un truc de 3 heures. Bah non, justement, c'est pour ça c'est difficile. Tu veux que je te dise moi ce que je ressens? Tu veux que je te dise ce que je ressens? Oh là là, il y en a qui vont me pendre là. Non, ils vont pas le voir. Bon, Johan Perrault, pour moi c'est un casse-pied à l'entraînement. C'est un casse-pied à l'entraînement qui s'énerve énormément et qui n'a pas rentabilisé. Il aurait pu faire beaucoup mieux s'il était resté calme et lucide. Voilà, parce qu'il a obtenu rapidement un niveau intéressant. Geoffrey, c'est pas quelqu'un que je connais très très bien. Je sais que c'est quelqu'un qui est vraiment capable de faire très 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 peu de fautes. Il est gaucher comme tu dis, il pousse très souvent dans le plein coup droit et derrière en défense revers il est top. Voilà, lui il n'y a pas de grosse variation mais c'est un mur. Un mur, ouais, je suis d'accord que lui. Alors lui en coup droit, alors, il a essayé d'apprendre à défendre coupé, mais sa force était quand même le fait d'être gaucher, de recouvrir comme ça en diagonale, ça dans le revers du droitier, ça l'embête. Voilà, donc Geoffrey, je connais pas très bien. Donc Digono, c'est Romain Digono. Voilà, bah, alors moi j'ai écrit, je connaissais pas son prénom, je l'ai mis au hasard. Romain Digono, il y a oui, la personne qui l'a le plus fait avancer, et j'ai oublié tout à l'heure et à tort, c'est en fait qu'il a été en sport-études à Voiron, c'est Sylvain Chermette. Monsieur Sylvain Chermette qui était CTR à l'époque, qui effectivement l'a fait beaucoup avancer. L'a fait passer du classement 45 de l'époque au classement 30 ou 25 en un an, ce qui est pas mal. Et voilà. Donc Romain, ça ressemblait un petit peu à du Agatha Bezou. D'accord. Voilà, mais par contre moins niais-que peut-être. Okay. Moi je voulais dire, les différences, si jamais un attaquant va affronter une personne, qu'est-ce qu'il va trouver différent quand il va être en face? Bah, Johan Perrault, il va recevoir des frappes en pivot. Geoffrey Dornecourt, ça peut, dans les périodes où il est en forme, où il est bien, c'est monsieur zéro faute. Romain Digono, il y avait des jolies variations. Maxime Goujon, des bons services avec un top spin rotation et une défense revers qui est de qualité technique forte. Par contre, faiblesse parce que ça fait un petit peu des fautes en défense. Agnès Lunanic, elle est top parce que c'est quelqu'un qui est maintenant né en 68, je crois, donc une cinquantaine d'années, et qui est la meilleure défenseuse de France. C'est vrai que. Moi, je l'ai vu jouer le week-end dernier, j'étais très content de l'avoir. Alors, j'ai pas pu le regarder beaucoup. Mais bon, moi je l'ai pas vu récemment, mais c'est quelqu'un qui était un peu plus jeune que moi à peine. Ça a l'air d'être de la défense pure. Et puis dès que c'est un peu mou et que ça monte, elle frappe. sanctionne. Ouais, c'est ça. Mais je dirais au niveau national, c'est celle qui défend le mieux garçon-fille pour moi. C'est-à-dire de ces 30 dernières années, dans la capacité à former quelqu'un en défense, c'est Agnès pour moi qui est la plus forte. De Saint-Illan, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu jouer, mais a priori c'est un jeu un petit peu très classique. Je picote revers et je reprends l'offensive en coup droit dès que possible. Je ne sais pas comment il défend. Toi, bon, il y a toi. Mon opinion, non, mais mon opinion, je te l'ai déjà donnée, donc je vais la redonner. Physiquement et techniquement, tu es au top. Par contre, effectivement, le fait que tu ne te poses jamais dans ta façon de jouer, tu changes de façon de jouer constamment, et que tu ne vas pas toujours sur le plus rentable, des fois tu vas aussi sur la notion de plaisir, fait que ton classement n'est pas hyper haut. Alors tu as obtenu un classement assez élevé il y a moins d'un an, mais pour moi ce classement, si tu étais plus rigoureux dans ta façon de jouer, dans tes pistes de travail, tu t'y tiens sur plusieurs années, c'est pas le classement 400 que tu courrais, c'est plutôt 200. Parce que physiquement, mais le problème c'est que mentalement je ne sais pas si tu en es capable, je suis sceptique. Voilà. Sacha Bouvier, c'est le gars, le bosseur. Le bosseur, le gars qui est à l'INSA, qui a eu des heures aménagées et qui en profite pour s'entraîner beaucoup. Il se déchire. Jeune, il n'était pas très très fort et il a progressé. Maintenant, il est 300 français et il joue franchement bien. Voilà. Donc,
Voilà, donc maintenant peut-être qu'en défense coup droit, plus de variations, à mon avis. Ouais, maintenant, il attaque un peu plus. Il Voilà. force, Voilà. Luc Carré, qui est monté très vite en cadet, jusqu'en catégorie cadet, à mon avis, il y avait un problème technique en défense coup droit. Moi, je ne le connais pas. Un problème de tenue de raquette, moi je le connais. Il y a un, Je peux nous parler des prises de raquette? Bah oui, là je peux en parler, j'ai ma raquette dans la main. Parfait. Donc effectivement, on prend le cas de Lucas. Pour moi, Luc Carré avait une prise qu'on Bien que appelle. ce soit visible sur la caméra. Voilà, donc avait une prise fermée de coup droit, ce que j'appelle moi fermée de coup droit. Avec Donc, l'index qui est un peu en haut. bah voilà, c'était comme ça. Avec l'index un Et peu donc en haut. en fait, ce genre de prises ne sont jamais utilisées par des défenseurs en coup droit. Les défenseurs sont toujours sur les prises neutres, voire des prises légèrement ouvertes, donc de ce genre-là. Revers, coup droit. Vous voyez le pouce qui est un petit peu ici. Voilà. Le pouce un peu sur la palette. Du coup. Voilà, on voit l'ongle très nettement. Et là, si on prend le cas de Lucas, Lucas il était comme ça. Ce qui fait qu'il est monté rapidement 17 ou 18. Ouais. À l'âge de 14 ans, il est toujours 18 ou 19, il ne bouge pas. Mais il y a un vrai problème et en fait en coup droit il est même parti 100% d'attaque parce qu'en défense il est pas assez solide, quoi. Mais sa technique, là on ne peut pas être là. Un défenseur il doit être ici. Voilà, si on parle de prise de raquette. Benoît Grasset, je ne le connais pas. Et Agathe Alexia, on en a déjà parlé. On en a beaucoup parlé. Est-ce que j'ai d'autres questions pour le grand connaisseur que tu es? Est-ce que tu as des mots à dire? Arrête pour de tous les failloter. défenseurs? Ben non, mais pour moi, tu vas faire partie des gens sur qui c'est très intéressant de questionner parce que tu es défenseur, tu t'y connais, tu es en forme. Voilà, ouais, j'ai pas écrit du coup Adeline, j'aurais pu l'écrire sur cette feuille, mais elle est gauchère aussi, non? Je suis pas sûr. Oui, elle est gauchère. Euh, Mais j'ai arrêté de l'entraîner, elle avait 13 ans. Hein. oui, 13-14 ans, quoi. D'accord. Est-ce que potentiellement est-ce que tu peux nous raconter, alors toi, tes performances, ta meilleure performance là? Je n'ai pas mis les questions toutes dans l'ordre parce que j'ai voulu synthétiser, je me suis dit que tu allais trop parler. Tu n'as pas super trop parlé. Non, Après, j'ai tu pas m'as dit beaucoup- que j'avais pas trop le temps alors. Non, en fait, quand j'avais questionné Quentin Morin par exemple, je lui ai posé plus de questions sur l'anti-top. Alors, donc voilà, bon, après, tu défends avec le picot. Est-ce que tu peux nous dire. Tu as essayé peut-être Là, avec tu m'as le parlé picot. des meilleures performances, c'est de ça, non? Oui, alors voilà. Est-ce que tu peux nous dire, toi, tes meilleures performances individuelles? Alors moi, il n'y a pas d'exploit. J'ai battu un joueur très fort. De toute façon, c'est mon tempérament aussi, c'est-à-dire que je suis plus centré sur je m'applique tout le temps, je fais ce que je peux. Donc c'est je dirais une régularité de résultat qui a fait mon classement. Voilà. Mon meilleur résultat, c'est indiscutablement, à l'époque, les championnats de région étaient sélectifs pour les championnats de France, donc tout le monde les faisait. Et la Ligue était composée du Rhône, de l'Ain et la Loire. Et en fait, c'est en 1999 que j'ai gagné ce titre de champion de région, ce qui m'a permis d'aller au championnat de France à Clermont-Ferrand. Voilà. Donc, je pars numéro 16 du tableau et je gagne le tableau. Je bats le numéro 1 en 8e de finale, qui était à l'époque Michael Migenot, qui devait être aux alentours de la 100e place française, 150e. Et derrière, ça déroule pour aller jusqu'au bout. Donc c'est indiscutablement, moi, mon meilleur résultat, mais c'est un résultat sur une compète, c'est pas sur un match. C'est pas un joueur. Après, je pense que c'est des questions que je t'ai un peu tout le temps déjà posées. Je regarde, je fais le tour. Bon, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Je suis content d'avoir eu le temps de te poser toutes tes questions. Voilà, donc la défense, ce n'est pas fini. Croyons-y. Voilà, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions. Pour moi, tu fais partie de personnes, c'était très important d'interviewer parce que les connaissances en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, voilà, je l'ai déjà dit. Merci beaucoup. Moi aussi, je te remercie. Et puis, on se Au reverra revoir. à un entraînement Face à une table. face à une table. Ah oui.